Alors bienvenue. Imaginez un envahisseur microscopique, un pirate biologique si on veut, dont la seule et unique mission, c'est de prendre le contrôle. Non, c'est pas de la science-fiction, c'est la stratégie de base d'un virus. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble son plan d'attaque, vraiment, étape par étape. Oui, c'est vraiment la question centrale. Comment est-ce qu'une seule, minuscule particule virale peut transformer une de nos cellules en une véritable usine, une usine qui va produire des milliers et des milliers de copies d'elle-même? Comment cette machine, qui est au fond incroyablement simple, on se demande même si elle est vivante, peut orchestrer une prise de contrôle aussi complexe et, il faut le dire, aussi efficace? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir. Bon, pour réussir un bon casse, la première règle, c'est de bien connaître sa cible. Et bien sûr, l'agresseur. Alors commençons par dresser le portrait robot de notre pirate cellulaire. Et voilà, on arrive au point crucial. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un virus est complètement dépendant. Sans nos cellules, il est totalement inerte. C'est juste un plan de piratage génétique, en quelque sorte, qui attend sagement de trouver une cible à exploiter. Il n'a pas sa propre usine, non. Il préfère voler les clés de la nôtre. C'est beaucoup plus simple. Alors pour que le casse marche, le virus, il lui faut la cible parfaite. La cellule doit avoir deux qualités. D'abord, elle doit être sensible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a la bonne serrure sur sa porte, celle que la clé du virus peut ouvrir. Mais ça ne suffit pas. Elle doit aussi être permissive, c'est-à-dire qu'une fois à l'intérieur, le virus doit trouver tout ce qu'il lui faut pour se multiplier, comme un coffre-fort bien rempli. S'il manque une seule de ces deux conditions, eh bien, le plan du virus tombe complètement. Ok, le pirate a identifié sa cible. Maintenant, l'heure de l'effraction a sonné. Voyons un peu comment il s'y prend. C'est un plan en deux temps, très simple. D'abord l'attachement. Le virus s'accroche, il s'agrippe à la surface de la cellule, un peu comme un vaisseau qui s'arrime à une station spatiale. Et ensuite, la pénétration. C'est le moment critique où le pirate, ou son matériel génétique, franchit les portes de la forteresse. Et ce qui est absolument fascinant ici, c'est à quel point cette interaction est spécifique. Le virus ne tape pas au hasard sur toutes les portes. Pas du tout. Les protéines qu'il a à sa surface, elles agissent vraiment comme une clé unique pour une serrure bien précise sur nos cellules. Pensez au VIH par exemple. Il ne cible que le récepteur CD4 des lymphocytes. S'il n'y a pas cette correspondance parfaite, eh bien la porte reste tout simplement fermée. Bien sûr, tous les virus n'utilisent pas la même technique pour entrer. D'un côté, on a les virus qu'on appelle nus. Eux, c'est juste une coque de protéines. Ils peuvent soit traverser directement la membrane, soit, et c'est malin, ils se font avaler par la cellule elle-même. C'est ce qu'on appelle l'endocytose. De l'autre côté, on a les virus enveloppés. Ils sont beaucoup plus subtils. Ils vont carrément fusionner leur propre enveloppe avec la membrane de la cellule. Imaginez deux bulles de savon qui n'en deviennent qu'une, et hop, le contenu viral est livré à l'intérieur. Bon, ça y est, le virus est à l'intérieur. C'est là que le vrai casse commence. Maintenant, il faut prendre le contrôle du centre de commandement de la cellule. Et pour pouvoir agir, le virus doit d'abord libérer ses instructions. C'est un peu comme s'il devait se déshabiller. Il se débarrasse de sa capside, sa coque protectrice. C'est l'étape de la décapsidation. Et c'est là qu'il libère son précieux butin, le génome viral, que ce soit de l'ADN ou de l'ARN. C'est ce génome qui contient absolument tout le plan pour fabriquer des milliers de nouveaux virus. Et c'est là qu'on voit une intelligence stratégique assez remarquable. Les virus à ADN, en général, ils vont où? Directement dans le noyau, le cerveau de la cellule, là où se trouve notre propre ADN. Pourquoi? Pour utiliser nos propres machines à copier. Malin! Les virus à ARN, par contre, ils restent la plupart du temps dans le cytoplasme, l'usine principale de la cellule. On a donc bien deux lieux différents pour deux stratégies de production bien distinctes. Le plan des virus ADN est redoutable d'efficacité. C'est une opération en deux phases. D'abord, la phase précoce. Le virus force la cellule à fabriquer des outils. Des outils pour quoi faire? Pour copier son propre plan, son ADN. Une fois qu'il a des milliers de copies de ce plan, il lance la phase tardive. Et là, c'est la production en série de toutes les pièces détachées nécessaires pour assembler les nouveaux virus. Maintenant, les virus ARN, eux, ils ont une botte secrète. Faut savoir que nos cellules, elles savent faire plein de choses. Copier de l'ADN en ADN, transformer de l'ADN en ARN, mais ce qu'elles ne savent pas faire, c'est copier de l'ARN en ARN. Du coup, les virus ARN sont obligés d'apporter leur propre outil spécial, une enzyme qu'on appelle l'ARN polymérase ARN dépendante. C'est une photocopieuse que nos cellules n'ont pas. Et ça, c'est aussi leur talon d'Achille, et c'est pour ça que c'est une cible parfaite pour les médicaments antiviraux. Alors, parmi ces virus à ARN, il y a les plus malins, ceux qu'on appelle la polarité positive. Eux, leur ARN est, on pourrait dire, prêt à l'emploi. Il est directement lisible par nos ribosomes, les petites usines à protéines de la cellule. Ça veut dire que dès que l'ARN viral est libéré, pouf, la production de protéines virales commence instantanément. C'est un plan qui n'a même pas besoin d'être décodé.
Et à l'opposé, on trouve les virus à ARN à polarité négative. Leur génome, c'est exactement comme le négatif d'une photo. Il n'est pas lisible tel quel. Le virus doit donc d'abord sortir sa fameuse enzyme, sa photocopieuse spéciale, pour en faire une copie positive, un tirage photo si vous voulez. Et c'est seulement cette copie qui pourra être lue par les ribosomes. C'est une étape en plus, d'accord, mais au final, c'est tout aussi efficace. Et puis, il y a les maîtres de l'infiltration, les rois du camouflage, les rétrovirus, comme le VIH. Eux, ils ont une enzyme carrément révolutionnaire, la transcriptase inverse. Et ce qu'elle fait, c'est tout simplement inouï, elle inverse le dogme central de la biologie. Elle crée de l'ADN à partir d'un modèle d'ARN. Et cet ADN viral, une fois créé, il peut aller s'intégrer, se nicher dans notre propre génome. Le virus n'est plus un simple envahisseur, il devient un passager clandestin permanent, caché au plus profond de notre code génétique. Voilà, l'usine tourne maintenant à plein régime, mais pour le compte des pirates. Il est donc temps d'assembler le butin et de préparer la grande évasion. Et là, il se passe quelque chose de presque magique. Toutes les pièces détachées qui ont été produites en masse, les génomes, les protéines, eh bien elles s'auto-assemblent. Spontanément, pas besoin de chef de chantier. Elles se montent toutes seules pour former des centaines de nouveaux virus parfaitement fonctionnels et prêts à partir à l'assaut. Pour la sortie, il y a 2 grandes stratégies. D'abord la manière forte, la manière brutale, la lise. Les nouveaux virus s'accumulent, jusqu'à ce que la cellule éclate. Elle explose et meurt sur le coup. Et puis il y a la manière plus furtive, le bourgeonnement. Là, le virus sort plus discrètement, en s'enveloppant dans un petit bout de la membrane de la cellule. C'est malin, parce qu'il emporte avec lui un déguisement parfait pour aller infecter les cellules voisines sans se faire repérer. Et le rendement est juste stupéfiant. Pour une seule cellule infectée, le butin, c'est entre 100 et 1000 nouveaux virus. 100 à 1000! Imaginez juste une seconde la vitesse à laquelle une infection peut se propager. Une seule petite cellule piratée peut lâcher une véritable armée d'envahisseurs dans l'organisme. Bon, le cas c'est terminé, les pirates se sont échappés. Quelles sont les conséquences de tout ça, pour la cellule et pour nous? Eh bien, le destin de la cellule piratée peut être très différent. Parfois, c'est la mort directe et violente, comme avec le virus de la grippe qui l'a fait exploser. Parfois, son génome est modifié à tout jamais, c'est le cas avec le VIH. Le virus peut aussi choisir de persister, de continuer à produire des petites particules comme ça à bas bruit pendant des années, ou alors il peut entrer en latence, c'est-à-dire se cacher, dormir, pour se réactiver bien plus tard, et puis dans les cas les plus graves, l'infection peut même transformer la cellule et la rendre cancéreuse. Et c'est là qu'on comprend pourquoi tout ça est si important, parce que chaque étape de ce case, qui semble si parfait, de l'attachement à la sortie, est en réalité un point de faiblesse potentiel. Chaque serrure, chaque enzyme spéciale, chaque porte de sortie, c'est une cible potentielle pour nos médicaments et nos vaccins. C'est justement en comprenant ce plan d'attaque dans les moindres détails qu'on peut, nous, développer des stratégies pour le contrer, pour le saboter. Voilà, on a vu ensemble toute la complexité et, il faut bien l'avouer, toute l'efficacité de la stratégie virale. La grande question qui reste maintenant, c'est comment peut-on déjouer ce plan? Comment notre système immunitaire, aidé par la médecine moderne, peut-il organiser la contre-attaque? C'est un combat de tous les instants.